Bonjour, je suis Estelle. C'est ensemble que nous allons découvrir l'histoire du soulier. Aujourd'hui, dans Histoire de souliers, nous vous proposons un épisode tout à fait spécial. En effet, pas de présentation d'un modèle de chaussures en particulier, mais nous allons justement nous intéresser aux chaussures inclassables. Qu'elles soient complètement excentriques ou sur mesure, ce qui n'est pas contradictoire, vous découvrirez ces modèles de chaussures d'exception à travers les théories et les expériences de nos professionnels de la confection de chaussures. Ils vous révéleront quelle pourrait être, selon eux, la chaussure de l'avenir. Vous apprendrez également comment se déroule en détail la fabrication d'un modèle sur mesure, avec de très précieuses images d'un atelier historique. Et enfin, nous vous présenterons les modèles inclassables issus de la haute couture et du design. C'est en plein cœur de Paris, non loin de la place Vendôme, que nous retrouvons Philippe Atienza, directeur de l'atelier séculaire d'un grand nom de la chaussure ayant collaboré avec Chanel. Si vous voulez rentrer. Il est depuis sa jeunesse un spécialiste de la chaussure sur mesure. Préférez-vous concevoir la chaussure masculine ou féminine? C'est une question difficile, dans la mesure où j'ai travaillé pendant très longtemps dans une maison où la spécialité était la chaussure masculine. Donc on s'imprègne forcément du goût, du style de la maison. Et par contre, revenir à la chaussure féminine était plutôt un retour à ce que j'aimais avant, ce qui fait que c'est plutôt un complément. C'est deux métiers qui sont bien différents, par les techniques, par le test, le goût, la sensibilité des produits qu'on va utiliser, des matières premières, et puis aussi de la façon d'approcher le chaussant, parce que pour une chaussure femme, il y a une cambrure, pour une chaussure homme, beaucoup moins. Et donc, une préférence, pas vraiment, une attirance pour les deux, assurément. Comme vous l'aurez compris, M. Atienza sait de quoi il parle. Nous lui demandons donc de nous expliquer, étape par étape, comment se déroule la création d'une chaussure sur mesure. Nous sommes alors invités à le suivre à l'atelier de fabrication proprement dit. Mais tout d'abord, allons voir du côté de nos autres professionnels de la chaussure pour des précisions supplémentaires. Pour moi, la chaussure le plus inclassable ou le plus original, c'est le Mojito Shoe. Donc, j'aime ces spirales. Je l'ai vu sur pied, je l'ai acheté moi-même. Je trouve comme objet, il est magnifique. Sur pied, il est joli. Et bizarrement, ça rentre dans son quotidien. Pour aller plus loin dans l'excentricité de la chaussure, je dirais qu'aujourd'hui, on ne peut pas. On a les chaussures sans talons, on a les chaussures qui sont très habillées, on est allé très loin dans les nouvelles matières. Donc pour moi, cette courbe est finie. Par contre, quelque chose côté excentrique qui va nous intéresser, c'est l'électronisation de nos chaussures. Donc je sais très bien que je peux mettre une pile très légère dans ma chaussure ou dans mon talon. Il y a des applications web qui peuvent être développées autour de ça. Il y a l'électricité. Donc pour moi, les choses que je vais regarder très étroitement dans l'avenir de cette marque, c'est du phosphorance, d'électricité, des choses qui brillent ou des choses qui me communiquent. Par exemple, qui me disent que j'ai pris 200 grammes dans la journée ou que j'ai fait un certain nombre de pas. Donc je pense que cette excentricité création est aujourd'hui quasiment finie. Les frontières ont été poussées et le marché n'a pas été là. Donc je pense qu'on revient beaucoup sur des basiques. De retour avec Philippe Atienza pour la découverte de l'atelier de fabrication. Voilà. Mais cela ne sera pas sans réaliser une petite visite des archives des moules d'escarpins sur mesure. C'est une chance énorme de se retrouver au milieu de tous ces modèles uniques. Vous pouvez rentrer. Donc dans cet atelier pour fabriquer nos chaussures, une dizaine d'artisans travaillent.
sachant ils ont tous plus ou moins une spécialité. Pouvez-vous nous raconter le processus de fabrication sur mesure? Je vais essayer de vous le raconter en partant de la première étape, hein. Donc la prise de mesure. La mesure, donc c'est la mesure du pied. On pose le pied de la cliente ou du client sur une feuille de papier. On trace le pourtour et on relève les mesures principales au niveau des doigts, coups de pied, mesures d'entrée. Partant de là, on réalise un moule en bois. Ce moule est adapté aux mesures de la cliente ou du client. Pour une femme, la cambrure est extrêmement importante, sachant que c'est ce qui va définir le confort de la chaussure et puis définir la hauteur du talon, évidemment. Ensuite, en termes esthétiques, ce qui est important, c'est le bout de la forme, parce que vous pouvez avoir une forme pointue, une forme ronde ou plus courte. Et c'est au moment du travail de forme qu'on définit tout ça. C'est ce qui donne les premières lignes de la chaussure. Une fois que la forme est réalisée, on doit, pour un client mesure, réaliser un essayage. L'essayage, c'est une maquette qui va venir confirmer le travail de forme. Si la forme est suffisamment confortable en termes de chaussant pour le client ou la cliente. Une fois que ce travail d'essayage est réalisé, on peut passer à l'étape suivante qui consiste à faire la paire de chaussures réelle. Et la paire de chaussures réelle, c'est plusieurs métiers. Avant de découvrir en détail l'ensemble des artisans nécessaires à la création de la chaussure sur mesure, retrouvons Juliette et Alma qui proposent, elles aussi, des chaussures entièrement personnalisables jusqu'à la fantaisie et pouvant tout simplement être commandées en ligne. Où trouvez-vous l'inspiration pour créer de nouvelles formes et choisir de nouvelles matières? Alors c'est tout simple, c'est dans la rue. Voilà, toutes les femmes nous inspirent, on les regarde énormément. D'ailleurs, des fois, on se prend des jolies réflexions. Mais c'est vrai qu'on regarde les pieds de tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'on va voir passer une femme devant nous, on va vraiment la reluquer pour le coup, mais c'est ce qui nous inspire, c'est-à-dire que les tendances sont dans la rue, vraiment. Bon, évidemment, après dans les magazines, il y a des nouvelles tendances, voilà, d'année en année, on les trouve aussi dans les magazines, c'est vrai. Mais les citoyennes lambda nous inspirent énormément. Et on se fait plaisir aussi. Ouais, c'est vrai. Voilà, notamment la low boot, c'était vraiment un plaisir personnel d'Alma et moi. On Ouais, avait envie d'avoir une low boot, du coup on s'est créé notre low boot. Voilà, c'est aussi c'est un peu égoïste à la base, hein, évidemment, on s'amuse aussi, on fait des chaussures quand même. Donc une manière de réaliser vos propres envies, Oui, ce que vous ne trouvez bien pas sûr. en boutique Exactement. traditionnelle. Voilà, tout à fait. Et on a aussi tellement de hauteurs de talons différentes que chaque femme peut trouver son bonheur chez nous. Je veux dire, si on part sur un 6 cm talon épais, on a l'impression d'être à plat alors qu'on est en talon. On a un confort unique. Le 8 cm aussi est idéal. Et je pense qu'elle recherche vraiment le confort et en même temps, bien sûr, le côté complètement délirant de la personnalisation. On a quand même à peu près entre 100 et 120 couleurs et matières différentes. Donc on peut vraiment aller jusqu'au bout de ses envies, de ses fantasmes, etc. Et en même temps en alliant le confort. Et je pense que c'est un vrai gage de qualité et une vraie envie de notre part de pouvoir donner et allier ces deux points-là, qui sont très importants. D'accord. Et vous qui voyez passer les commandes des clientes, est-ce Oui. que vous voyez des clientes qui n'osent pas la fantaisie, qui vont rester sur bien un sûr, escarpin bien traditionnel? sûr. Plein. Mais en même temps, il y a des clientes qui viennent chez nous parce qu'elles recherchent justement le savoir-faire de tradition et le confort. Donc elles vont pas forcément venir chez nous pour la personnalisation, elles vont se faire des escarpins qui sont assez sobres, des escarpins noirs avec des petites touches de blanc, mais parce qu'elles viennent pas chercher la personnalisation. Et après, il y en a d'autres qui vont se faire des modèles qui sont complètement délirants, où on va avoir toutes les couleurs, toutes les matières, tous les brides, tous les nœuds, tout sur la chaussure. Voilà, il y en a qui s'amusent et d'autres qui restent plus sobres. Donc des fois, on se permet d'intervenir quand même, de dire, parce qu'on contrôle vraiment toutes les commandes, hein. Donc des fois on dit écoutez, il y a énormément de brides, êtes-vous sûr? Peut-être aller plutôt vers là ou vers là, orienter. Mais bon, après le client est roi, elles font vraiment ce qu'elles veulent, on leur interdit rien, mais on intervient vraiment quand il y a énormément de choses, avec des conseils stylistiques bien évidemment. La paire de chaussures réelles, c'est plusieurs métiers. C'est le patronnier-piqueur qui va découper les pièces, les patrons plans, et ensuite assembler les pièces de peau qui vont constituer la tige étant le dessus de la chaussure. C'est ce qui va venir envelopper et recouvrir la forme. Donc la pièce blanche, c'est donc le gabarit de coupe, le patronage. Et donc on présente la peau sur cette table de coupe et on coupe avec une lame de coupe qui s'appelle chasse-peau. Parce que quand on termine d'avoir coupé une partie,
on chasse le petit morceau de peau avec la pointe de coupe. Une fois que le travail de tige est réalisé, on passe à ce qu'on appelle le travail de pied, c'est donc le montage. Il s'agit de mettre les renforts à l'intérieur de la tige, de galber le cuir, la pocerie sur forme, et enfin de poser la semelle. Sachant que pour une femme, on travaille avec des méthodes soudées, collées, et pour le travail d'homme, on va faire avec des coutures trait-pointe, des coutures semelles, donc des opérations qui sont un petit peu plus longues au niveau de la réalisation. L'outil qui sert à tendre le cuir est une pince à monter. Donc c'est une pince avec une mâchoire qui sert à pincer la matière première, à la tendre sur forme, et c'est une pince qui est équipée avec un petit marteau pour planter les clous. Le montage avec le martelage de la tige. On est en train de préparer le renfort arrière de la chaussure, le contrefort, qui va être positionné à l'intérieur de la tige avant de galber le cuir sur forme. L'objet du contrefort, c'est ensuite de conserver la forme de la chaussure et de protéger le pied tout en maintenant le pied à l'intérieur de la chaussure. Et puis ensuite, vous avez la personne qui bichonne, qui finit les chaussures. C'est encore une fois un métier complémentaire car la chaussure, une fois fabriquée, a besoin encore d'être mise en valeur pour être livrée à la cliente. On peut tout porter, mais il faut être très confort. Aujourd'hui, c'est le confort. Et nos fabricants et créateurs pensent à ça. Et maintenant, on peut être hyper sexy tout en étant très confortable. On peut tout imaginer et tout est possible. Et tous nos designers et chercheurs agissent en ce sens. Quelle sera la chaussure de demain ? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un petit peu le chemin inverse que celui d'il y a 15 ans. C'est qu'on revient vraiment sur les méthodes de fabrication qui sont plus ancestrales. Donc, pour moi, la chaussure de demain, ce ne sera pas vraiment dans les techniques de fabrication, ce sera dans l'utilisation de nouvelles poceries. Aujourd'hui, c'est vrai que les cuirs imprimés sont extrêmement à la mode et je pense qu'on a encore des belles choses dans ce domaine-là en utilisant des poceries qui seront encore plus originales, peut-être plus résistantes et puis encore plus colorées. Donc moi, je pense que ça viendra de là, mais au niveau de la fabrication, on a la chance en Europe d'avoir ce savoir-faire-là qui s'exporte dans le monde entier. Donc je pense que c'est encore là pour vraiment longtemps. Donc là, on a une fausse tresse sur tout le devant de la sandale. Sachant qu'à chaque fois, quand on travaille pour des collections pour d'autres créateurs, on est confronté aux mêmes contraintes, c'est-à-dire que les gens ont des désirs particuliers en fonction du style, des choix de matières premières, du type de piqûre qu'on va être amené à faire, des doublures. On rentre vraiment dans le détail le plus subtil au niveau des tiges pour réaliser les chaussures et puis pour faire naître ce qu'attendent les créateurs en fait. Vous avez bien tout suivi ? Récapitulons donc les étapes successives de la création d'un modèle de chaussure sur mesure. En tout premier lieu, on effectue un tracé sur papier du contour du pied du client ou de la cliente. À partir de cette esquisse, on réalise alors un premier moule, en bois de hêtre ou de charme, qui représente déjà le plus précisément possible la forme définitive de la chaussure. Une ébauche de chaussure est ensuite testée sur le client ou la cliente, afin de vérifier si le modèle nécessite de nouveaux ajustements. Ce travail de fabrication du moule est effectué par le formier. C'est le patronnier piqueur qui prend le relais.
C'est lui qui dessine le patron-plan sur papier, puis le découpage indiqué est reproduit sur les pièces de peau réelles à l'aide d'un outil appelé chasse-peau. Les pièces recouvrant le dessus du pied sont ensuite assemblées sur le moule en bois avec une pince à monter. C'est ce que l'on appelle le travail de tige. Vient ensuite la réalisation du modèle définitif. Après avoir travaillé la tige donc, c'est au monteur de placer les pièces de renfort intérieur, de galber les peaux et enfin de poser la semelle. C'est l'étape dite du travail de pied. Une fois la chaussure entièrement bâtie, son allure est perfectionnée et des matières sont mises en valeur avant d'être remises au client ou à la cliente. Enfin, quelques chiffres clés. Un escarpin est fait d'un assemblage d'environ 40 pièces de peau. Le processus de création dans son entier représente 30 heures de travail pour une paire de chaussures pour femmes et 40 à 50 heures pour une paire de chaussures pour hommes. Pour moi, c'est incontestablement Alexander McQueen qui a fait le plus excentrique. Sa maison reste excentrique. Par contre, cet été, on a vu Dolce. Donc, pourquoi est-ce que je cite Dolce? Parce que Dolce a des semelles sculptées en bois avec des motifs siciliens, ensuite peints dans des couleurs totalement joyeuses. Et ils utilisent beaucoup de paille. Et je trouve que dans les collections cet été, où il y avait beaucoup de classicisme, les collections qui s'en sortent sont Dolce pour cette raison que j'ai adoré. Et Prada fait du minimaliste un peu japonisante. Ça va sans doute être porté, mais c'est ces chaussures joyeuses, sculptées à la main de Dolce & Gabbana qui m'ont vraiment attirée. Est-ce qu'on peut associer le confort et l'excentricité? Ça dépend réellement sur à quel point c'est excentrique. Il y a aussi, il faut être très clair, il y a des filles qui ne souffrent pas. Donc il y a des filles qui par morphologie, elles ont des pieds parfaits, je ne sais pas quoi, elles ont de la chance, elles peuvent porter n'importe quoi. Donc ces fameuses chaussures sans talons, elles peuvent durer 15 minutes là-dessus. Les autres, donc nous les mortels, on souffre dans l'excentrique. Le premier nom qui vient à l'esprit lorsque l'on évoque l'excentricité dans la mode et plus particulièrement dans la chaussure est inévitablement Alexander McQueen. L'enfant terrible de la mode a tellement fait couler d'encre à propos de ses créations que nous l'évoquons forcément de façon régulière. C'est pourquoi nous prenons aujourd'hui le parti de présenter des modèles de chaussures les plus fous, mais en nous penchant uniquement sur d'autres talentueux créateurs beaucoup plus discrets. Soft Wooden Shoes est une collection de souliers fabriqués par Irma Brueggemann. Nous parlons bien de souliers en bois, mais ici, pas question d'avoir mal aux pieds. En effet, c'est en constatant le recul des ventes des authentiques souliers néerlandais face à la déferlante fashion que Irma Brueggemann décida de leur donner un nouveau souffle en les modernisant et surtout en les rendant tout à fait confortables, grâce à une confection intérieure calquée sur la basket. Une autre créatrice néerlandaise, Suzanne Porte, diplômée d'une académie artistique en design de produits, s'est spécialisée dans la chaussure artisanale. Elle confectionne elle-même à la main la totalité de ses modèles. Nous voyons ici une de ses premières réalisations inclassables, croisant les codes de la ballerine, de la sandale et de la botte. Fondée en 1992 par les designers Angela Spitt et Michael Höhler, la marque allemande Trippen se réclame d'un style caractériel et sensuel. La créatrice encensée par la critique Marlo Stenbromer produit des chaussures provocantes et d'un autre monde. Elle a pour but de renouveler la chaussure à travers la technique. Ce modèle carbone est fait de simplement 4 pièces de fibre de carbone. Si le premier commandement du glamour dans la chaussure pour femme est de devoir amplifier les courbes du corps, les modèles de cette designeuse commettent un péché très grave. René van der Berg s'est fait remarquer depuis des années dans le milieu du design pour ses créations aux formes souvent anguleuses et froides. Mais récemment, c'est avec ses sculptures en bronze qu'il a fait parler de lui. A priori en rupture avec son style habituel, on peut tout de même le concevoir comme une continuité vers toujours plus d'abstraction. Dans un style plus concret et exotique, ces talons aubergine et talons banane nous viennent de l'artiste islandaise Nina Thorarinsdottir. Ils font partie de sa collection 2010 et sont réalisés en bronze coulé. Directement inspirés de l'essence des années 60, leur avant-gardisme et leur idéal de la conquête spatiale, le designer Peter Pops vient de concevoir ce modèle en cuir et polyuréthane, dont on doute fort qu'il puisse être porté en présence de la moindre attraction gravitationnelle. Voici une paire de souliers tout droit sortis de l'imagination de Renate Wollberg, étonnamment baptisée Emmental. On se demande bien pourquoi.
Et encore dans la série Sans commentaire, voici Witty-Titties de Kenneth Kirchner, fondateur de l'entreprise The White List, qui produit également des publicités et des courts-métrages. Notez le petit piercing en guise de provocation supplémentaire. Enfin, l'artiste japonais polyvalent Sho Simsa a réalisé en 2012 la collection Shoe Realism Glass Sculpture, qui, comme son nom l'indique, vise à contraindre les formes de la chaussure à des silhouettes réalistes en verre, le plus souvent celles de faune marine ou de flore haute en couleurs. Vous travaillez des matières très originales. Pouvez-vous nous en parler? Par exemple, pas forcément la plus originale, mais c'est une des peaux qui permet de faire de très jolies chaussures, donc c'est la peau de crocodile. Vous avez ensuite des choses un peu plus amusantes comme les peaux de crapaud par exemple, donc ça on peut faire des petits empiècements sur des plastrons. Vous avez aussi la peau d'autruche, donc on est bien d'accord que ce n'est pas une peau d'autruche, mais la patte d'autruche peut être utilisée. Et puis c'est extrêmement varié en fait, vous avez le galucha, vous avez alors après pour les plus courantes, les chevreaux, les agneaux, les veaux, sachant que pour ainsi dire toutes les postanes, le serpent, le poisson, il y a vraiment, c'est extrêmement varié. Je vois que vous nous avez apporté quelques modèles. Vous avez des anecdotes à raconter sur ces modèles? Oui, une botte, elle, qui est plus, qui est peut-être un petit peu plus amusante et inattendue, donc tout en crocodile avec un talon qui a été fait en forme de lame de couteau, réalisé par un coutelier d'art, donc ce qui est plutôt amusant. Donc effectivement, c'est pas la botte qu'on va porter à la ville, mais c'est plutôt intéressant à faire. Quelle est la commande la plus originale que vous ayez eu à faire? Bonne question. C'est tellement varié. Je pense que cette chaussure qui était pour le carnaval de Venise était une des chaussures extrêmement originales. Une chaussure que nous avions faite pour une dame qui partait au carnaval de Venise et qui avait besoin d'une chaussure pour être très très grande, où il y avait beaucoup de couleurs. Et là, nous l'avons fait avec une couleur un peu plus sobre, mais voilà, c'est des choses que l'on fait. Et quelle est la matière que vous préférez travailler? La première peau que je vous ai montrée tout à l'heure, le croco extrêmement souple, ça fait des chaussures très très jolies. J'ai eu l'occasion de faire des chaussures hommes avec ces peaux. Ça donne tout de suite une connotation un peu particulière, c'est au demeurant très très joli. Et une chaussure pour femme en croco est juste somptueuse. Un escarpin là-dedans, c'est une pure merveille. C'est sur ces paroles de professionnels que s'achève notre numéro spécial d'Histoire de souliers consacré aux chaussures inclassables, excentriques et sur mesure. Nous espérons que vous en avez appris autant que nous en ce qui concerne le processus de fabrication sur mesure et les probables tendances du futur. À bientôt pour une prochaine Histoire de souliers.